Les années 80, c'est la disparition, grosso modo, de la presse. Et c'est la mise en place d'un vrai nouveau système, je dirais même économique, mais aussi créatif, qui est que les auteurs de bande dessinée se mettent à réfléchir en termes d'albums, de livres, comme des romanciers. J'ai eu la chance, précisément en rencontrant Rosinski, d'avoir Torgal qui a démarré petit, mais dont on a vu une progression, sinon rapide, du moins, je dirais, révélatrice d'un succès éventuel. Donc ça m'a encouragé à rester, ça c'est évident. Et bon, je dirais qu'au bout de 6 ans, je me suis dit, là je crois que je vais m'en sortir. Donc moi j'ai eu de la chance d'être dans la bonne période, je dirais. Les années 2000, c'est quoi? Il n'y a plus de journaux. Donc les maisons d'édition, qui étaient des maisons d'édition de presse, se sont transformées en maisons d'édition de livres. Les auteurs de bande dessinée se retrouvent dans le même système économique que la littérature. Tu fais un livre, tu es payé pour ce livre. Et tu es payé non pas en fonction de ton temps de travail, et Dieu sait si la bande dessinée, c'est du temps, c'est vraiment du temps, mais tu es payé en fonction de ta valeur sur le marché. C'est vers ça qu'on va aujourd'hui. Et si ta valeur sur le marché, c'est te battre contre les 5500 nouveautés par an, voilà où se trouve la crise économique pour les auteurs. On est dans un monde ultra-libéral, celui de la bande dessinée. Tu bosses pas, t'es mort. Tous ces bouquins invendus, invendables, ça coûte cher. J'espère que dans votre documentaire, vous allez trouver la clé à la réponse, mais moi je ne comprends pas, mais je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre ce mécanisme d'ouverture à n'importe quoi. Je pense que dans la surproduction, nous, éditeurs, les premiers, on a édité beaucoup de livres inutiles. Je pense pas, on ne peut pas dire que ce sont des mauvais livres, c'est juste des livres qui n'avaient pas de place sur un marché surencombré, qu'on n'aurait pas dû éditer. On a rendu service ni à l'éditeur qui a perdu de l'argent, ni à l'auteur qui a été déçu, ni aux lecteurs qui ont été déçus aussi, puis visiblement. La précarisation, elle ne vient pas de la rémunération des auteurs, elle vient du fait qu'il y a 10 fois plus de livres sur un marché qui a grandi 2 fois plus. Oui, c'est dommage, mais à nouveau, voilà, en tant que patron de Dargaud, je ne me sens pas du tout responsable. Nos auteurs, en moyenne, vendent 3 fois plus que ceux des autres. Aujourd'hui, au moment où on parle, tous les éditeurs sont en train de vraiment de freiner sérieusement. Cette crise fait qu'aujourd'hui, on signe moins et que les choses que moi-même j'aurais pu signer avec une certaine désinvolture, il y a 2 ans, je suis moins désinvolte aujourd'hui. Les choses vont tellement vite qu'aujourd'hui, finalement, dès le premier album, on sait. Aujourd'hui, je dirais que ce que Jean-Pierre Dionnet de Métal Hurlant appelait les hommes en gris, c'est-à-dire les gens qui font les comptes, ils disent tout de suite « Hey, voilà, c'était ça que tu espérais vendre, c'est ça que tu as dépensé pour faire cet album, c'est ça qu'on a vendu. » Aujourd'hui, il m'arrive de prendre la décision raisonnable d'arrêter une collaboration sur une série après le premier album. Moi, ça me fait mal au ventre. Hein. Je n'envoie pas de mail. Hein. J'appelle les auteurs. Il me faut parfois plusieurs jours avant de le faire, parce que c'est quelque chose qui est traumatisant pour tout le monde. Je vais appeler un auteur pour lui dire « je t'ai embarqué dans une histoire » et on y a cru et on était là « ouais, tape là mon frère, vas-y, on va se faire le truc et on va cartonner, etc. » Donc moi j'y ai cru, on y a tous cru, quand même. Le jour où il faut appeler les gens avec lesquels tu as fait la fête, tu as sablé le champagne pour dire « ça y est, on a le premier album », pour lui dire « on s'est ramassé », sachant que c'est bien plus violent et bien plus douloureux pour les auteurs. Parce que c'est eux qui ont fait le livre, c'est eux qui se sont investis, c'est eux qui ont passé du temps là-dessus. Non, c'est un moment extrêmement désagréable. Mais je pense que c'est un moment que l'éditeur ne doit pas, il doit pas passer à côté. Je ne sais pas comment vivent les jeunes auteurs, je suppose qu'ils ont un autre métier, mais comme dessiner un album, ça prend quand même entre 6 mois et 1 an,
Je crois qu'ils sont dans une situation impossible, mais apparemment ça continue à attirer pas mal de jeunes, puisque on nous sort 5000 bouquins dans l'année, enfin en comptant les mangas. Il y a eu véritablement un âge d'or, qui a encore aujourd'hui des auteurs en activité qui l'ont connu et qui se retrouvent dans cette position, mais invraisemblable, qui n'existe dans aucune autre profession, où les mecs sont obligés de revenir sur leurs acquis financiers pour continuer à travailler et continuer à vivre. C'est pour eux que la situation est inadmissible. Et oui, elle est inadmissible. Malheureusement, ça ne s'est pas arrangé. C'est-à-dire que les tendances qui étaient là se sont poursuivies et la précarisation dont on parlait et qu'on pressentait, elle est maintenant assez installée. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des auteurs qui ont dû arrêter en fait, de faire de la bande dessinée parce que c'est pas du tout rentable pour eux. Et le nouveau phénomène, c'est que même les blockbusters, depuis l'année dernière, ont connu, pour un certain nombre d'entre eux, un affaissement de leurs ventes, parfois de 30% par rapport aux années précédentes, ce qui affole un peu tout le monde. Parce que jusqu'à présent, et c'était normal, les éditeurs utilisaient ces blockbusters pour financer des jeunes auteurs à côté, ce qui est un bon équilibre, je trouve, pour un éditeur. Or là, cette manne est en train aussi de s'atténuer, parce que la crise, parce que la surproduction. Dire que contre vents et marées, on va préserver en tant qu'éditeur des modèles qui seraient en contradiction manifeste avec l'économie du monde dans lequel on vit, ce ne serait pas très raisonnable. Évidemment, notre rôle est de faire en sorte que les auteurs puissent vivre aussi correctement que possible. Mais le rôle des auteurs, il est aussi de savoir s'adapter. J'en vois quand même pas mal qui diversifient leur travail, vers l'animation, le jeu vidéo, la publicité, qui ont des agents publicitaires, etc. C'est pas mauvais pour eux non plus de voir ça, les choses comme ça, c'est d'avoir une vision un peu plus large de leur métier. Moi j'ai envie de dire non. Non, il y a des gens qui travaillent dans d'autres domaines, c'est différent. Il y a des gens qui travaillent dans le cinéma, qui travaillent dans l'animation. C'est ceux qui ont la chance d'être demandés dans ces domaines. Si je parle de la majorité des auteurs de bande dessinée sur les 1500 qu'on citait, ces 1500-là sont des professionnels de la bande dessinée, ne font que ça. Et ça prend un temps infini de faire une bande dessinée, surtout pour le dessinateur. Donc je trouve ça un peu facile de dire à un moment donné, bah allez, vous aurez un deuxième métier comme d'habitude. Bah non, ils vont devoir apprendre à avoir un deuxième métier. Mais qu'est-ce qui reste comme temps pour faire bien de la bande dessinée quand c'est le soir, crevé, après avoir bossé dans la journée? La bande dessinée, par son histoire, qui est de remplir des journaux, c'est-à-dire toutes les semaines il faut faire des pages, c'est un monde de professionnels. Et c'est bien ça toute l'angoisse des auteurs aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que ça va rester un monde de professionnels? C'est toute la bande dessinée traditionnelle qui se retrouve tout à coup le cul entre deux chaises, c'est qu'il faut le temps de faire les planches, mais si tout à coup les éditeurs payent les auteurs non plus en fonction du temps passé, c'est-à-dire du labeur, mais en fonction de la valeur commerciale, qu'est-ce qui va se passer?